Comme vous a dit M. Thompson, je suis biologiste au CEA depuis bientôt 15 ans, après mon internat que j'ai passé à Montpellier et 17 ans d'activité libérale en Provence. Donc, ce que je vais vous faire, c'est que je vais vous faire un topo sur ce qu'est le CEA, qui est une vieille dame, puisqu'il a été créé par un décret de 1947, qui s'est appelé le Commissariat à l'énergie atomique, et depuis quelques années, le Commissariat à l'énergie atomique aux énergies alternatives. Donc, je vais vous faire un topo pour vous dire ce qu'est le CEA, ce qu'il fait. Et puis après, je vous ferai un topo sur ce que je fais tous les jours, ce que font les biologistes du CEA et du nucléaire en général, puisqu'il n'y a pas que le CEA. Alors, qu'est-ce que le CEA? Le CEA, il y a plusieurs parties. Donc, qu'est-ce que fait le CEA? C'est la diffusion nucléaire, mais aussi c'est la thérapie génique, c'est le parquet électronucléaire français, tant sur le retraitement des combustibles que la vitrification des déchets nucléaires. Ça peut être la technologie aussi, les écrans plats, les airbags, les contrôles tridimensionnels ou les contrôles nucléaires par toute façon. Mais c'est aussi le CEA qui a fait le premier scanner français. C'est lui qui est intervenu dans les diagnostics de la vache folle. C'était le premier test dépistage d'Ebola. Il est intervenu aussi dans les premiers tests rapides Covid pour être plus dans l'actualité. Ça peut être aussi des éléments supraconducteurs, comme on a dans le CERN. Le CERN, c'est le fameux cercle de l'accélérateur de particules qu'il y a entre la France et la Suisse, et là où on a découvert le boson de Higgs, pour ceux qui s'intéressent à ça. Et la technique d'épollution par les fluides supercritiques, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'ils font, ce en quoi le CEA aide? C'est le manufacturing des ingénieries numériques. Tout ce qui est, évidemment, le nucléaire, c'est son cœur de métier. Le calcul à haute performance aussi, puisque on a sur le site de Bruyères-le-Châtel à côté de Paris un truc qui est un ordinateur qui a passé le niveau de pentaflopique, c'est-à-dire qu'il est à un niveau de 10 milliards de millions d'opérations par seconde. Assainissement, démantèlement, donc ça c'est lié à l'activité nucléaire, mais aussi la micro et nanoélectronique, l'énergie solaire, c'est des énergies alternatives, la conception des grands instruments de recherche, on a parlé du CERN, mais aussi la mobilité, stockage d'électricité, de l'hydrogène, de la pile à combustible. Le centre sur lequel je travaille est celui sur lequel on met au point les réservoirs de stockage d'hydrogène. Donc, le CEA, c'est un EPIC, c'est-à-dire c'est un organisme public à vocation industrielle et commerciale. Il est acteur de la recherche et de l'innovation, il est au service de l'État, de l'industrie, de la société, mais il est ouvert aussi auprès des décideurs et des citoyens. Donc, près de 20 000 salariés. Il accueille tous les ans des doctorants et des post-doctorants. Donc, ces quatre pôles du CEA, c'est la défense et la sécurité du pays, ça c'est le pôle dans lequel je travaille. C'est l'énergie nucléaire et renouvelable. C'est la recherche technologique pour l'industrie, c'est la recherche fondamentale. C'est les quatre. Le CEA est géré par un administrateur général et il y a 4 directeurs de 4 pôles. La direction de l'application militaire, qui est la défense. La DES des énergies, c'est le deuxième point. La DRT pour la recherche technologique et la DRF, qui est surtout sur Paris, qui est la recherche fondamentale. 9 centres, moi j'en dis 10 parce que Paris-Saclay, ça regroupe à la fois le centre de Saclay sur le plateau de Saclay et de Fontenay-aux-Roses. On a Cadarache, qui est dans le sud de la France, près d'Aix-en-Provence. Le CESTA, qui est à côté de Bordeaux. La DAM Île-de-France, c'est le centre historique de la direction des applications militaires qui est à Bruyères-le-Châtel, dans le sud de Paris. Grama, qui est dans le Lot, qui est un ancien centre de la direction générale des armements.
le RIPO qui est dans la région de Tourangelle, Marcoule qui est dans la vallée du Rhône, donc Paris-Saclay, et Valduc qui est au nord-est de Dijon. Donc chacun a ses particularités dues à sa direction. Donc on a en général plusieurs centres par direction. On a Cadarache, Marcoule qui font partie de la DES, la direction des énergies, Paris-Saclay qui fait la recherche fondamentale, Grenoble qui est la DRT, et les 5 autres, CESTA, DAM Île-de-France, Grama, le RIPO et Valduc, qui sont les centres qui font partie de la direction des applications militaires. Et on a 5 plateformes régionales de transfert technologique, Nantes, Bordeaux, Toulouse, Metz et Lille. Ils participent à des grands pôles universitaires. Donc, ceux qui sont passés sur le plateau de Saclay, ils verront la liaison du CEA Saclay avec la HEC, avec Polytechnique, le CESTA avec l'Université de Bordeaux, le CEA de Grenoble avec le pôle de Grenoble et Cadarache avec l'Université d'Aix-Marseille. Création de valeur économique avec création d'entreprises, c'est un incubateur d'activités industrielles, notamment le plus connu c'est ST Microélectronique, qui est à l'origine des cartes à puce, messieurs Areva qui maintenant s'appelle Orano et d'autres. Création de start-up, il y a 195 start-up que le CEA a aidé à éclore depuis 1972. Catalyse d'investissement technologique au travers de sa filière CEA Investissement. Bon, les achats, c'est quand même 2,4 milliards d'euros annuels d'achats de haute technologie. 6600 brevets qui sont faits au nom du CEA. Je suis personnellement rédacteur d'un brevet qui a été déposé en 2014, si je me souviens bien, avec à peu près 750 brevets par an. C'est le deuxième ou le troisième dépositeur de brevets en France et en Europe. Des partenaires industriels, 600 partenaires industriels simultanés dans tous les secteurs d'activité. Donc, au niveau européen, 730 projets dans le programme FP7, 526 qui sont déjà acceptés avec 22% de succès. Nombreux partenariats d'autres projets collaboratifs dans tous les secteurs où intervient le CEA. Des actions à l'international. Bon, tous les pays interviennent. De toute façon, la mission régalienne, on le voit, il y a un représentant de la France à l'AIEA, qui est l'Agence internationale de l'énergie atomique, et le représentant est un membre du CEA. Des collaborations scientifiques et techniques dans tous les domaines. Il s'appuie sur des missions sur un réseau de conseillers nucléaires en poste dans les grandes ambassades françaises et qui sont des gens du CEA. Donc, je vais balayer les grandes missions des différentes directions. Donc, la mission qui m'intéresse le plus, évidemment, c'est la mission de défense. C'est à la fois les armes nucléaires, qui soient aéroportées ou océaniques, puisque le CEA c'est la conception, le développement, la fabrication, le maintien et le démantèlement des armes nucléaires. Et par la même occasion, il intervient dans le programme de simulation, puisque depuis 1996, la France ne fait plus d'essais sur ses armes nucléaires, et toutes les armes nucléaires maintenant, les armes de dernière génération, sont faites en simulation, d'où la capacité de calcul développée. Et ce qu'il y a aussi dans la mission de défense, il y a tout ce qui est propulsion nucléaire, que ce soit les sous-marins, les SNLE, c'est-à-dire les sous-marins lanceurs d'engins, les sous-marins d'attaque, ou le porte-avions Charles de Gaulle, tous ont des propulsions nucléaires, et les réacteurs de la propulsion nucléaire sont du domaine de la direction des applications militaires sur le site de Cadarache. Et il y a aussi des moyens d'essai à terre, c'est le réacteur d'essai qu'on appelle le RES, qui est situé sur Cadarache aussi. Mais aussi, qu'est-ce que ça intervient? C'est aussi la gestion des matières, la sécurité de non-prolifération et la défense conventionnelle, puisque le centre de Grama, c'est au niveau des vulnérabilités des armes. Pour la DRT, la recherche sur l'énergie nucléaire, pardon, la DES, c'est soutenir l'énergie nucléaire avec Orano et EDF, les partenaires, c'est tout ce qui est sur les générateurs, mais aussi préparer le futur des générations de systèmes nucléaires, c'est Cadarache, qui est l'étude sur
Les deux grands centres de DES, c'est Cadarache, qui est l'étude des réacteurs, et Marcoule, qui est près d'Orano, Pierre-Latte, qui fabrique le combustible. Et près de Cadarache, il y a, vous avez sûrement entendu parler du projet ITER, qui est le centre d'études des projets de réacteurs de fusion, et plus loin de fission, qui est situé à côté de Cadarache. Pareil, développer la simulation en exploitant les outils expérimentaux, le parc d'installation cohérent, construction du RJH, c'est-à-dire le réacteur Jules Horowitz qui est un réacteur d'études pour voir le vieillissement des matériaux, au niveau qui sont dans des matériaux qui sont utilisés dans les centrales. Assainir et démanteler les installations de fin de vie. Vous savez que toutes les centrales qui sont fermées, on a entendu parler de Fessenheim, que je vais évaluer et auditer pour le COFRAC le mois prochain, est à l'arrêt. Et le CEA, à une grande partie, intervient dans la maîtrise d'œuvre et d'ouvrage pour les démantèlements et l'assainissement. La recherche fondamentale, c'est surtout centré sur Grenoble, mais aussi avec des antennes sur Paris-Saclay. Les connaissances, donc c'est en physique, en chimie, en sciences des matériaux, en biologie, en biotechnologie, dans la santé, dans le climat et l'environnement. Cryomagnétisme, laser, nanotechnologie, détecteurs, imagerie, simulation numérique, voilà, c'est tout ce que sait faire le CEA. Excellence scientifique, donc on a là, à la DRT, il y a la majorité des doctorants, avec 50% des travaux des industriels, 566 projets actifs et 33 startups qui sont liées à la DRT depuis 2000. Voilà, recherche, excusez-moi. Tout ce que j'ai dit, c'était la DRF, pas la DRT, excusez-moi. Donc, c'est Paris-Saclay surtout, excusez-moi. Et maintenant, la DRT, recherche technologique. Alors là, c'est beaucoup plus pointu, je dirais. Donc, large portefeuille de technologies génériques, l'éthique, c'est-à-dire les technologies d'information et de communication, des technologies pour la santé. Sur Paris-Saclay, il y a une structure qui s'appelle Neurospin, qui travaille sur toutes les imageries au niveau cérébral. Les énergies renouvelables, c'est à la fois les cellules photoélectriques, mais aussi tout ce qui est batterie de stockage de l'énergie. Les systèmes numériques et intelligents, les matériaux et les procédés, les partenaires industriels dans le transport et la mobilité, la filière agroalimentaire, la santé, l'environnement, la sécurité et la défense, et ce qu'on appelle les IoT, c'est tout ce qui est objet connecté. 32 plateformes technologiques. La plateforme nanoélectronique qui est située en grande partie sur Grenoble, avec le laboratoire de biologie médicale de Grenoble qui s'est spécialisé dans la détection et dans le suivi, surveillance des nanoparticules en spectro de masse. Plateforme solaire photovoltaïque, c'est centré notamment sur Cadarache. Plateforme robotique collaborative, plateforme Clinatech, c'est Paris-Saclay, avec des services cliniques du centre Joliot-Curie. Voilà, des plateformes nano-caractérisation. Mais qu'est-ce qu'on a fait qu'a fait la DRT? Bon, les mêmes dans tous les airbags, les détections de choc, des micro-écrans ultra résolus, la détection des piétons par imageur volumétrique dans les véhicules, la gestion des batteries, la technologie d'assemblage industriel, contrôle non destructif par ultrasons, manipulation des charges lourdes, diagnostic des réseaux et des câbles par réflectométrie. Dans le centre où je travaille, on a des imprimantes 3D qui font des pièces ultra fines. L'Institut national des sciences et techniques nucléaires. Donc, vous devez le savoir, il n'y a pas de structure qui enseigne toute la technologie nucléaire, notamment tout ce qui est radiotoxicologie. Vous ne l'avez pas durant l'internat, vous l'avez peu ou très peu durant vos études supérieures et encore moins dans le primaire. C'est fait à la grande majorité à ce qu'on appelle l'INSTN, c'est-à-dire l'Institut national des sciences et techniques nucléaires, qui fait la formation initiale et professionnelle continue pour toutes les disciplines associées au domaine des énergies par carbone, nucléaire et renouvelables.
Donc 29 000 heures d'enseignement par an en accompagnement à l'exportation, 7 400 étudiants et stagiaires, et partenariat avec les universités et les entreprises. C'est la radiotox, vous l'apprenez à l'INSTN, en théorie. La pratique, vous savez très bien, la pratique, toutes les manips, on les apprend à la paillasse. Et c'est un collaborateur, toujours, avec la IEA. Responsabilité environnementale, donc maîtriser l'impact des activités sur l'environnement, informer le public sur la sûreté des installations et la surveillance de l'environnement. Le CEA rencontre chaque année près de 100 000 personnes dans le cadre de ses actions. La journée de métier, visite speed dating, accueil de stagiaires, formation d'enseignants, conférences tout niveau, plus de 800 ressources multimédia accessibles à tous. Voilà pour ma présentation concernant le CEA. Je vais vous faire la présentation maintenant pour ce qui est le boulot de biologiste au CEA en particulier, mais on peut dire que biologiste dans l'industrie nucléaire, parce que, bon, là je vous parle du CEA, je fais un focus dessus parce que c'est quand même la boîte dans laquelle je travaille, mais il y a des biologistes chez Orano, l'ancienne Areva, à EDF, chez les militaires au service de radioprotection des armées à l'hôpital Percy, et à l'IRSN qui est l'autorité de tutelle. Donc, je reprends ce que je vous ai dit déjà. Donc, 10 centres en France avec 5 militaires et 5 civils, regroupés dans les 4 directions dont je vous ai parlé. 5 laboratoires. Paris-Saclay, qui est le laboratoire de la direction de la recherche fondamentale. Grenoble, qui est le laboratoire qui fait partie de la DRT. Marcoule et Cadarache, qui sont les 2 laboratoires qui traitent les examens de la direction des énergies. Et Valduc, perdu dans sa forêt bourguignonne, qui gère la radiotoxicologie et la toxicologie pour les 5 centres d'âme, c'est-à-dire Gramma, Cesta, le RIPO, les centres de la région parisienne et le laboratoire de Valduc, qui est le laboratoire qui gère les 5 centres. C'est un des plus gros laboratoires avec Marcoule au niveau radiotoxicologie. Le rôle du biologiste. Le biologiste au CEA, il assure la mise en place des techniques biologiques et permettant la surveillance des salariés de l'entreprise. Donc, je suis un laboratoire de médecine du travail. Donc, mon boulot, c'est de surveiller les salariés dans tous des risques que génère l'entreprise. Bon, c'est une surveillance de la biologie classique, comme on fait un bilan de médecine du travail, mais c'est centré sur les risques que l'on génère au niveau de l'entreprise. Et les risques qu'on génère au niveau du CEA, c'est la radioactivité. Il est délégataire de responsabilité de la direction du centre pour cette surveillance. Il établit en collaboration avec le service de santé au travail cette surveillance optimale en collaboration. Donc, faut vous dire que cette surveillance radiotoxicologique, ça a été fait, les techniques, bon, c'est de la chimie, c'est-à-dire qu'on va rechercher les éléments radioactifs qui sont des éléments minéraux dans des matrices organiques qui peuvent être rarement le sang, mais c'est surtout le mucus nasal, les selles, les urines ou les fragments de peau. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? On recherche un élément minéral dans de la matière organique, donc c'est de la chimie. On minéralise ça par la chaleur, par des acides, on précipite, on redissout, et tout ça pour refaire. On n'a qu'une matrice minérale dans laquelle on va rechercher par des mesures physiques les rayonnements qui peuvent être alpha, bêta ou gamma. Bon, le biologiste, c'est aussi le correspondant du centre dans lequel il travaille ou des centres pour lesquels il travaille pour ma part, auprès des autorités de tutelle, qui sont le ministère du Travail, dans le cas de la médecine du travail, de la santé, l'IRSN et l'ASN, c'est-à-dire l'Institut de recherche et de sûreté nucléaire et l'autorité de sûreté nucléaire, pour les autorités de tutelle. Bon, dans mon cas, c'est un peu particulier. Je suis sous la tutelle de l'ASND, c'est-à-dire l'autorité de sûreté nucléaire pour les opérations, pour les actions de la défense. Et tout ça, j'ai un agrément du ministère du Travail
pour la surveillance des salariés soumis au rayonnement ionisant. C'est l'arrêté du 26 juin 2019. Les activités, donc c'est de la biologie polyvalente. On fait l'hématocytologie, on fait de la biologie générale et spécialisée, on fait rarement de l'hémostase, c'est pas vraiment. On fait rarement de la microbiologie, sauf en cas de pandémie. Il y a au moins 3 centres sur 5 qui sont mis à faire des PCR à la Covid. Et on fait de l'immunosérologie. Ce n'est pas de la biologie de recherche. On ne fait pas des trucs très spécialisés. On fait un bilan de base. Après, on en fait plus ou moins selon le centre et selon l'activité que l'on a. On a une patientèle qui est captive. C'est de la médecine du travail, les gens qui sont du centre et, je dirais, des clients extérieurs. Moi, personnellement, je surveille aussi les salariés du centre de l'ANDRA. L'ANDRA, qui est l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, qui est située à 2 heures de route du centre de Valduc. On a une activité de routine, mais on a une activité d'urgence. Bon, contrairement à Paris-Saclay, qui est quasiment, je dirais, dans Paris maintenant, mon centre est situé à 45 km au nord de Dijon. Donc, le SAMU, il met 20 minutes en hélicoptère et 40 minutes en ambulance. Donc, si j'ai une douleur thoracique, je suis tenu quand même de faire une troponine pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui se passe dessous. Donc, je fais des trucs comme ça. Je ne dis pas que je fais tous les jours, mais ça arrive de temps en temps. On a des équipements performants. L'avantage, vous avez vu les achats que font le CEA, on ne rechigne pas pour les équipements. Pour vous dire, ceux qui ont fait de la biochimie, on m'a demandé de. J'ai dit que j'avais besoin de changer mon automate de biochimie. Ben, j'ai acheté un Vitros 7600. Voilà. Le biologiste, ben, il fait de la validation biologique. C'est son boulot. Voilà. Et on est accrédité, évidemment. On est des laboratoires de biologie médicale comme les autres, avec une activité un peu particulière. On est accrédité en 15189, comme vous, sur les lignes de portée classiques, avec en plus, si vous prenez, si vous êtes assez vicieux pour aller regarder le SHM50, on a une sous-famille qui nous, même deux qui nous concernent, c'est la radiotoxicologie qui est considérée comme de la biochimie et aussi la sous-famille qui est surveillance professionnelle. Après, on a des activités qui sont propres au centre, qui sont l'activité toxicologie industrielle. On a la recherche de stupéfiants, bon, ben ça c'est à peu près dans tous les laboratoires, mais on a la recherche de traces métalliques. On peut rechercher l'uranium qui est soit sous la forme de ces rayonnements alpha ou gamma, mais on peut le rechercher au niveau en uranium pondéral, en spectro de masse, parce que l'uranium est un toxique qui est radiologique, mais aussi un toxique chimique. On peut rechercher aussi le beryllium, le plomb, le nickel, le cadmium. On peut rechercher les nanomatériaux. On fait de l'activité de R&D, qui est aussi activité liée à l'activité du LBM. Le LBM de Grenoble, c'est lui qui a développé la recherche des nanomatériaux en ICP-MS. Personnellement, on a développé tout ce qui est technique de recherche du beryllium, puisqu'on est le seul laboratoire qui fait du beryllium au niveau du nucléaire. Et aussi, ça peut être dans le cadre de contrats industriels. On a des techniques éprouvées, ça peut être la chromatographie, les spectros de masse, on a toutes les technologies à notre disposition. Et on a une activité de radiotoxicologie. C'est la recherche de l'éventuelle contamination des salariés par des radionucléides. Ce n'est pas tous les jours, heureusement, mais on est là pour rechercher, je dirais, le millibecquerel, c'est-à-dire la trace qui pourrait entraîner une contamination. Bon, la contamination, parce qu'on confond souvent la contamination et l'irradiation. La contamination, c'est le radionucléide qui pénètre dans le corps. L'irradiation, c'est être exposé à un rayonnement externe par des rayons X, des rayons gamma ou d'un flux neutronique. Donc, on peut rechercher l'irradiation, et on fait aussi de la recherche de la contamination. C'est notre cœur de métier. Comme je l'ai dit, c'est des recherches qui sont développées, qui ont été développées par les biologistes du nucléaire depuis les années 50.
La formation est théorique assurée par le CEA, par son outil, par son bras armé qui est l'INSTN. Mais la formation technique, pratique, elle est interne à chaque LBM. On a des équipements qui sont très spécifiques, ce sont des compteurs alpha, bêta, gamma. Voilà. On a des accréditations qui sont essentiellement en portée B. Donc, ce ne sont plus des vérifications de méthode, mais des validations de méthode. Moi, personnellement, dans le laboratoire, on a 80% de techniques qui sont validées en portée B. Et on a deux normes, la 15189 pour tout ce qui est radiotoxicologie et la 17025 qui est pour les techniques d'anthroporadiométrie, c'est-à-dire la recherche de contamination, non pas par les rayonnements bêta, la recherche des bêta et des gamma et des alpha, mais par l'émission des rayonnements X ou gamma qu'émettent les radionucléides que nous avons incorporés. On est des techniciens de laboratoire qui sont polyvalents. Ils sortent des écoles ils ont un BTS en analyse biologique comme les autres, et on les forme aux techniques de radiotoxicologie. La radiotoxicologie, c'est quoi? Donc, c'est d'abord la radiotoxicologie in vivo, c'est-à-dire qu'on met la personne sous un détecteur et on regarde les émissions gamma ou X. C'est ce qu'on appelle l'anthroporadiométrie. Elle peut être soit sur le corps entier, soit sur les poumons, soit sur la thyroïde, soit alors sur toute blessure. Après, c'est la radiotoxicologie qu'on appelle in vivo, c'est-à-dire dans les excréta, les selles, les urines, les sécrétions nasales. Donc, on va rechercher un rayonnement spécifique, ça peut être un alpha, un bêta, un gamma, un X. Ça peut être en mesure directe, par exemple, vous recherchez, par exemple, quelqu'un qui a eu une scintigraphie ou quelqu'un qui a été traité pour la thyroïde, il va pisser des gamma. Donc, vous mettez les urines dans un détecteur avec un détecteur. C'est exactement le même que vous avez pour la radiotoxicologie in vivo, mais vous le mettez, il recherche les émetteurs gamma. Et, parce que, je ne sais pas si vous vous en souvenez, moi, ça m'a rafraîchi l'esprit quand j'étais formé. Tous les isotopes sont caractérisés par leur énergie et leur type de rayonnement. Donc, on peut faire la recherche directe et puis on va regarder la vraie démission pour voir quel est le radionucléide et le quantifier. Voilà. Donc, ça peut être des techniques plus ou moins automatisées, plutôt moins que plus, c'est surtout des méthodes manuelles, et plus ou moins longues. Si vous prenez la recherche des émetteurs alpha dans les selles et les urines, c'est 7 jours. 6 jours de manip et 1 jour de comptage. Interprétation qui est toujours nécessaire en fonction des radionucléides, surtout en gamma. En gamma, prenez le cobalt, il a 2 raies d'émission. S'il n'y a qu'une seule raie sur le spectre, ça ne peut pas être du cobalt. Le cobalt, il y a toujours 2 raies d'émission. Et puis, les résultats positifs, ça génère toujours une investigation et un calcul de dose. L'investigation, c'est savoir comment elle est rentrée là. Est-ce que c'est dû à son travail? Est-ce que c'est dû à autre chose? Il y a des gens où on trouve de l'iode, mais c'est un traitement. Hein. Ça peut être un traitement. Le cas de l'iode, c'est, je dirais, le plus marrant, puisque ça m'est arrivé. Quelqu'un sur lequel on a trouvé de l'iode et qui n'a jamais. Bon, l'iode, on le voit, c'est Fukushima, par exemple. Il n'est pas allé à Fukushima. Par contre, sa femme a été traitée par la thyroïde. Donc, contamination par la sueur et la salive. Donc voilà, donc il faut savoir quand on trouve le positif si vraiment, c'est dû au travail. Notre boulot, c'est ça aussi. On trouve un positif. Est-ce que c'est dû à l'activité professionnelle, donc maladie professionnelle, indemnisation, ou si c'est son travail, sa vie personnelle ou extérieure au travail. Ça peut être les fonctions particulières, donc la R&D, je vous l'ai dit, évolution technique, puisque toutes les techniques, ça évolue continu. On fait des publications, on a fait des dépôts des brevets, on intervient dans la mise en place de la surveillance, on intervient en gestion de crise quand il y a une contamination. Quand il y a un incident radiologique sur la France, les biologistes sont sollicités pour ça, pour gérer les échantillons,
pour les conseils au niveau de la surveillance. On a énormément de groupes de travail qui sont français, comme la SFRP, qui est la Société française de radioprotection, ou européen, Eurados, qui est une association européenne qui fait du calcul de doses au niveau européen. On participe aux instances internationales, la CIPR, qui est la Commission internationale de protection radiologique. On a une coordination des biologistes du CEA, on est 14 biologistes au CEA, on est une vingtaine de biologistes du nucléaire en France. Donc on se connaît tous. C'est assez comique. Moi, je suis évaluateur pour le COFRAC en radiotoxicologie. Et quand j'évalue un laboratoire du nucléaire, on se tutoie, on se connaît tous. Voilà. Ça n'empêche pas que je fais une évaluation normale. Il y a chaque année des assemblées générales. Il y a l'ABNF, qui est l'Association des biologistes du nucléaire français, qui regroupe régulièrement, lors des réunions, tous les acteurs biologistes du nucléaire. On intervient dans les calculs de dose. Quand on trouve, le calcul de dose, c'est calculer la dose de rayonnement reçue suite à une contamination. C'est fait à partir des résultats d'activité qu'on trouve dans les échantillons, et il y a tout un système de calcul pour voir quelle est la dose évaluée sur 50 ans. Voilà, et je vous ai parlé de l'évaluation de contamination. L'urgence quand il y a une contamination, c'est faire une décorporation, c'est-à-dire enlever cette radioactivité le plus vite possible. Alors, ça peut être très facile quand on est contaminé par le tritium, qui est l'isotope radioactif de l'hydrogène, il suffit de boire. Parce que l'hydrogène radioactif, se transforme en eau tritier, donc il suffit de boire et on l'élimine. C'est beaucoup plus difficile pour le plutonium. Donc, contaminé par le plutonium, la demi-vie dans le foie, c'est 900 ans. Donc, on a mis en place, par les biologistes et les médecins, des traitements qui permettent d'aller chercher cette contamination pour l'éliminer. Dernier point que je voulais aborder, c'est l'association qu'on appelle Procorad. Procorad, c'est un acronyme pour Association pour la promotion du contrôle de qualité en radiotoxicologie. C'est une association qui a été faite en 1985 par les biologistes du CEA et de ce qu'on appelait la COGEMA avant, qui est devenu Areva puis Orano. Elle a été créée en 1985 entre eux pour s'envoyer des échantillons pour savoir comment ils travaillaient. Puis, petit à petit, il est arrivé un Belge, puis un Anglais. Maintenant, c'est 70 laboratoires dans 27 pays. Elle est reconnue comme organisme d'organisation des contrôles interlaboratoires par la NSM, le COFRAC et la IEA. Les biologistes des centres CEA et du laboratoire d'Orano-Lag sont les organisateurs. Ils sont responsables de la fabrication, donc de la fourniture des échantillons, de leur validation. Ils en font le traitement statistique et ils présentent les résultats lors d'une réunion annuelle. C'est-à-dire que, alors, ces campagnes intercomparaison, elles sont annuelles. Les campagnes s'ouvrent au mois d'octobre, ils ont jusqu'au mois de décembre pour s'enregistrer. Les échantillons sont fabriqués jusqu'à fin février, fabriqués, validés en homogénéité, en stabilité. Ils sont envoyés fin février. Les laboratoires ont jusqu'au 8 mai pour rentrer sur le site Procorad les résultats. Il y a un traitement statistique qui est fait et au mois de juin, il y a la présentation de tous les résultats lors d'une réunion annuelle. L'association est certifiée ISO 19001 et est en démarche d'accréditation ISO 17043. Cette association a été reconnue déjà par le COFRAC, puisqu'il regarde tous les ans les résultats d'intercomparaison pour notre accréditation, mais elle est reconnue par l'AIEA et elle est reconnue par l'ensemble des acteurs mondiaux du nucléaire. Je vous citerai simplement, il y a eu un incident de contamination en 2017 à Oarai au Japon. C'est la première fois où il y avait au Japon une contamination par le plutonium. Et le traitement de décorporation du plutonium, c'est le DTPA, qui est un cousin de DTA. Par contre, un traitement de DTPA, les analyses sont faites de façon très particulière. Donc, la JAEA, qui est l'équivalent de la IEA au Japon, a téléphoné, a envoyé un mail à Procorad pour avoir la technique
de DTPA. C'est-à-dire que Procura, chaque année, récupère les meilleurs laboratoires, leur demande leur technique, et on a 25 ans de technique sur les 12 intercomparaisons qu'on organise tous les ans. Voilà pour dire ce que font les laboratoires, les biologistes du CEA. Donc, je peux répondre aux questions qui vous viendraient. N'hésitez pas sur pas trop sur la radioactivité, mais peut-être sur le CEA quand vous voulez, et puis sur mon boulot quotidien au niveau du laboratoire de radiotoxicologie.